Depuis le début de cet après-midi, on parle de brand content, même s'il faut dire branding content, on parle de métavers, on parle de NFT, on parle donc globalement de ce qu'on appelle le Web 3. On va poursuivre justement ce grand questionnement avec deux regards qui vont se croiser, celui d'un opérateur, d'un acteur, Orange, et de l'autre, celui d'un chercheur. Michael Trabia, vous êtes directeur exécutif technologie et innovation donc de chez Orange. Merci d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour à tous, merci. Et Michel Baudouin-Lafont, vous êtes chercheur spécialiste d'interaction humain-machine, parce qu'on ne dit plus homme-machine maintenant, on est dans une société inclusive et Média en scène l'est tout autant, donc humain-machine au CNRS. Donc ça va être intéressant justement de croiser vos deux regards, et puis comme d'habitude, comme depuis le début de cet après-midi ici, on fera la part belle aux interactions, non pas machines, mais interactions humaines, à savoir les vôtres, en posant vos questions à l'issue de cette rencontre, de cet échange entre vous deux. Alors on commence toujours quand même par des petites questions de définition, même si maintenant j'ai affaire à un public assez expert sur les questions de Web3, de NFT, de métavers, même si je pense bien que pour certains c'est pas encore totalement très clair, parce que ça l'est d'ailleurs pas forcément pour même les spécialistes, ces questions-là. Donc on va peut-être commencer justement par des enjeux de définition, sachant que la table ronde est quand même assez ambitieuse, entre virtuel et réel, un nouvel univers à concevoir. Donc c'est presque une question assez virtuelle ça finalement, donc on va essayer de la ramener à des préoccupations plus pragmatiques. Alors Michel Baudouin-Lafont, déjà, comment on peut définir ce qu'est un monde immersif? Alors, beaucoup de gens ont en tête, évidemment, le métavers. On sait que c'est un mot assez marketing. Beaucoup de gens nous disent que ça existait déjà. D'autres nous disent non, c'est une révolution. Donc, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce qu'on appelle un monde immersif? Comment on peut le définir? Alors, je peux vous donner ma définition. Allez-y. Allez, c'est la bonne ou pas? Bah, forcément, c'est la mienne. Ok, allez, on prend. Donc, non, pour moi, ce qu'on appelle le métavers, c'est un environnement virtuel collaboratif. Donc, c'est un monde virtuel en 3 dimensions qui est immersif, c'est-à-dire pour lequel le moyen préféré de participer, c'est de porter typiquement un casque de réalité virtuelle pour être dans ce monde, et dans lequel on est représenté, de même que les autres participants, par des avatars. Donc des personnages qui peuvent nous ressembler ou pas, et qui répliquent nos gestes et à travers lesquels on s'exprime. Et c'est un univers collaboratif, c'est-à-dire que un ensemble de participants peuvent être ensemble dans cet espace. Alors, c'est absolument pas nouveau. Les premiers, on ne l'appelle pas métavers, mais les premiers environnements virtuels collaboratifs datent des années 90. Les casques de réalité virtuelle ne sont pas nouveaux non plus. J'ai quelques images, je ne sais pas si elles vont passer. Enfin bref, le premier casque, il date de 1967. Donc c'est des technologies qui sont quand même bien anciennes. Mais alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau quand même? C'est le fait que ça soit peut-être avec des technologies évidemment plus puissantes, mais disons que globalement entre un Second Life qu'on a peut-être un peu tous en tête du début des années 2000 et le métavers que l'on nous promet, s'il devait y avoir une différence à part l'innovation technologique qui permet que ça soit peut-être plus réaliste, ça serait quoi? Alors, dans l'interface. Quand on parle du métavers, on fait souvent référence en fait aux annonces de Facebook, Meta et Mark Zuckerberg. Je pense que lui, il voit le métavers comme une plateforme, un peu comme le web, où on a des sites web, et on peut aller d'un site web à l'autre. Donc son idée, c'est qu'il peut y avoir des espaces sur le métavers, que Meta va sans doute vendre, où on pourra créer ses propres espaces virtuels. Alors que Second Life, c'était quand même une entreprise qui contrôlait cet environnement. Ce qui est le plus proche, c'est des environnements comme Roblox, comme Minecraft, comme Fortnite, où effectivement on peut apporter ses propres contenus, mais je pense que ce qui se veut nouveau, c'est cette plus grande ouverture. Maintenant, il faudra voir comment ça sera mis en œuvre. Cette plus grande ouverture, cette interactivité, effectivement, en temps réel. Michael Trabia, donc vous êtes, je le disais, directeur exécutif technologie et innovation. Donc chez Orange, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors peut-être pas dans le métavers, à moins que vous y soyez déjà, en tout cas, c'est en réflexion, mais plus globalement dans la réalité virtuelle ou dans les mondes immersifs. Oui, parce qu'effectivement, les mondes immersifs, ils existent déjà. Et le métavers, c'est l'interopérabilité de tous ces mondes-là. C'est-à-dire comment est-ce que j'achète mon t-shirt Nike chez Roblox et comment est-ce que je passe sur Fortnite avec le même t-shirt. Donc cette logique d'interopérabilité des avatars, des objets, est quelque chose qui est encore devant nous. Donc qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui? Parce que finalement, le métavers, c'est le meilleur comme le pire. C'est une technologie, le métavers. Donc ce sera ce qu'on en fait. Et nous, on est convaincus qu'il y a des usages qui sont très prometteurs, très positifs. Il y en a d'autres qui peuvent être très inquiétants.
Donc nous, on essaye de se focaliser sur un métavers utile, un métavers, je dirais, positif, à impact positif. Concrètement, par exemple, on a développé Éternel Notre-Dame, qui est une expérience immersive pour revivre, visiter Notre-Dame, revivre l'histoire de Notre-Dame. On peut échanger avec Viollet-le-Duc, on peut voir toutes les étapes de la construction. Et finalement, c'est une illustration de comment le métavers peut être extraordinairement puissant en matière d'éducation, en matière de tourisme, en matière de formation, parce qu'on vit des expériences, on retient toujours beaucoup mieux des expériences qu'on a vécues plutôt que quelque chose qu'on a lu dans un livre ou qu'on a vu sur un tableau noir. Un deuxième exemple, on a développé par exemple à Tunis, sur le site du port de Carthage, une application immersive, là aussi un monde immersif qui nous permet de voir, là on est en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on est sur le site et on voit en plus en surimpression sur le monde réel finalement, eh bien, où étaient les bateaux, où était le port, et ça c'est des éléments qui marquent de manière radicale les personnes qui en font l'expérience, et donc pour les usages que je mentionnais, on considère que c'est très très utile. Et vous avez raison de faire le distinguo entre la réalité augmentée et un monde 100% immersif. Donc là, je pense qu'on a bien compris. La réalité augmentée, c'est on a un mélange, une hybridation entre ce que l'on peut voir, donc les éléments physiques et réels, sur lesquels vient s'ajouter des informations, des visuels, virtuellement, et le tout passe par toujours un outil, un casque ou des lunettes, parce que sur la réalité augmentée, je pense qu'on est dans une sorte de miniaturisation des outils plus importante que celle de la réalité immersive, où pour l'instant on a encore des gros casques, si ce n'est pas parfois des gilets, pour vivre des expériences immersives. Michel Baudouin-Lafont, justement, là, on parlait de Carthage, on parle de Notre-Dame. Ça, c'est intéressant, effectivement, comme usage. Ça peut permettre aussi de reconstituer même parfois des événements historiques. Vous qui êtes chercheur, c'est peut-être intéressant d'éclairer parfois le passé. Non, effectivement, les technologies de la réalité virtuelle, de manière générale, qu'elles soient collaboratives ou pas, sont très utiles pour aussi bien les chercheurs en histoire et pour restituer des lieux du patrimoine. Je suis responsable scientifique d'un projet national qui s'appelle Continuum, qui rassemble un ensemble de plateformes nationales, et à Lille, il y a des chercheurs qui ont reconstitué effectivement des lieux historiques qui sont des outils de recherche pour différents chercheurs en sociologie, en préhistoire, etc., mais qui sont aussi des moyens de médiation vers le grand public. Donc ça, ce sont des usages effectivement très, très positifs, et il y en a d'autres dans l'industrie où on peut aussi se servir de ça pour faire des objets virtuels avant qu'ils existent, etc. Après, il y a d'autres usages effectivement qui sont moins positifs, comme ça a été évoqué, et dont il faut un petit peu s'inquiéter pour essayer de les contrôler. Alors justement, on va y aller aux usages, on va dire, plus tendancieux, ou qui sont soumis du moins à réflexion et qui peuvent entraîner certaines dérives et limites, mais pour prolonger justement le chapitre des usages positifs, et puis surtout d'une application, parce qu'on a quand même cette impression, et j'imagine que vous l'avez peut-être vous aussi dans le public, on parle beaucoup de métavers, on parle beaucoup de révolution numérique, puis concrètement, quand on les voit déjà, c'est pas flagrant à l'œil nu. Alors c'est vrai que c'est des expériences qu'il faut parfois vivre pour s'en rendre compte, mais on a l'impression que c'est pas très nouveau quand c'est orienté vers le grand public. Or, quand c'est orienté en B2B, donc des professionnels aux professionnels, avec parfois même des enjeux de formation, on voit que les technologies sont un peu plus abouties, du moins ont trouvé un ancrage réel. Vous pouvez nous en parler, Mickaël Trabia, parce que vous développez ça aussi, que ce soit le technicien augmenté, les jumeaux numériques, ou alors des enjeux de formation. Oui, il y a des vrais usages qui permettent d'accélérer. Alors, on prend l'exemple de la formation, par exemple. Quand vous êtes, par exemple, un chirurgien qui est en formation, apprendre à opérer dans le métavers avec un côté immersif, eh bien, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite pour vous former. Apprendre l'anatomie avec le squelette que vous pouvez voir en réalité augmentée, sur lequel vous pouvez enlever l'épiderme, voir les organes, identifier les flux sanguins, etc., c'est un côté extrêmement puissant. Dans le domaine du B2B, vous avez parlé de la maintenance augmentée, nous on le voit beaucoup dans le domaine de l'industrie, ce qu'on appelle l'usine du futur, qui est une usine qui sera beaucoup plus connectée, qui sera plus proche de nous aussi. On sait qu'on a besoin, pour des raisons environnementales, de rapprocher les lieux de production des lieux de consommation. Eh bien, le technicien augmenté, finalement, on peut l'imaginer avec des lunettes de réalité augmentée, parce qu'il doit avoir les mains libres, il intervient, donc il n'a pas un smartphone devant les yeux. Et puis quand il intervient sur une machine, il voit en surimpression quels sont les paramètres de la machine. Il voit en surimpression
consignes pour intervenir, ce qu'il doit faire précisément à l'instant donné sur cette machine-là. Il peut avoir accès à un expert en seconde ligne qui est peut-être à des centaines ou à des milliers de kilomètres, qui va pouvoir le guider en cas de besoin. Donc ces enjeux du métavers, ou en tout cas de l'immersif dans le domaine de l'entreprise, dans le domaine de la formation, ils sont potentiellement extrêmement puissants, et c'est ça qu'on essaye de développer de notre côté. Très bien, et effectivement, ça, on peut tout à fait imaginer le partage de connaissances, c'est-à-dire quelqu'un a la connaissance à un endroit T, qu'il arrive à guider une autre personne qui ne l'a pas encore à un autre endroit. Donc là, il y a un sentiment d'ubiquité aussi, du geste, en fait, un cerveau, si je résume, d'un côté, et puis une manipulation de l'autre. C'est évidemment pour faire un petit jeu de mots sur cerveau-machine, mais là, on voit tout à fait bien l'usage. Alors, Michel Baudouin-Lafont, vous évoquiez ici des usages qui sont à contrôler, qui sont à nuancer. Vous pensiez à quoi ? Alors, avant, je pense que ce qu'il faut bien expliquer, c'est la puissance de l'immersion. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un environnement virtuel que vous explorez à l'aide d'un casque de réalité virtuelle, je vais montrer quelques exemples. Ah non, c'est pas les bons slides. Voilà. Bon, le temps que ça arrive, je vais faire un petit sondage dans la salle. Qui a déjà ici participé, qui a déjà mis un casque de réalité virtuelle là, dans la salle ? D'accord, donc on a quand même une bonne proportion du public. Voilà. Alors, je vais pas vous montrer ça puisque vous connaissez, c'est ça. Ça, c'est un environnement immersif où on n'a pas un casque, on a des lunettes pour voir en 3D, comme quand on va voir un film en 3D, mais on est dans une pièce où la sensation d'immersion est en fait beaucoup plus forte encore qu'avec un casque. Et les usages, alors le pouvoir de l'immersion, c'est que en fait, l'expérience que subit notre avatar dans le monde virtuel, elle est ressentie par notre corps comme si c'était une expérience réelle. Donc ça, c'est extrêmement puissant et c'est utilisé à des fins thérapeutiques, par exemple ici pour guérir des gens de la phobie des animaux, des chiens par exemple. Ça peut être utilisé aussi pour créer des illusions. Donc dans le transparent suivant, il y a mon collègue Anatole Lécuyer de Rennes qui a fait cette expérimentation qui vous donne un 6e doigt. Et lorsque vous voyez votre main dont vous contrôlez le mouvement et le 6e doigt, en fait ça devient un doigt naturel. C'est assez... Enfin, il faut le vivre pour le croire. C'est-à-dire que le cerveau arrive à intégrer que virtuellement il peut bénéficier d'un 6e doigt. Voilà, exactement. Et puis, le troisième exemple que je voulais montrer, c'est lorsque on est représenté par un avatar d'une autre personne, par exemple un homme dans un avatar de corps féminin, et qu'on est dans un environnement collaboratif, on peut faire l'expérience, je dirais, par exemple, de ce qu'est un harcèlement vécu par une femme. Et en fait, il y a des chercheurs qui ont montré que lorsque les gens sont soumis à ce type d'expérience, ça change leur comportement, non seulement dans le monde virtuel, mais après quand ils reviennent dans le monde réel. Donc là, ça peut être un outil de sensibilisation. Donc ça peut être un outil de sensibilisation, et tout ça sont des usages positifs. Mais parce que notre avatar, en fait, c'est nous, donc on reçoit, on vit ce qu'il vit, évidemment, si on est harcelé, si on est attaqué, si on est insulté dans un monde virtuel, on va le recevoir directement. Et ce qui personnellement m'inquiète dans ce que veut vendre Meta, c'est qu'on voit l'agressivité qu'il peut y avoir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et là, on va être dans un environnement où c'est en temps réel, donc on ne peut pas faire de la modération. Sachant que les plateformes ne sont pas les meilleures en modération, même lorsqu'on n'est pas en temps réel. Pas les meilleures quand c'est en asynchrone, en temps différé, mais en temps réel, c'est tout simplement impossible. Et la réponse de Facebook, dans Meta, c'est que vous avez un bouton pour créer une bulle autour de vous ou pour vous téléporter dans une safe zone. C'est-à-dire qu'en fait, on punit celui qui a été agressé. Et donc, je pense que là, il y a une vraie question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir constituer ces environnements dans lesquels les gens vont avoir des comportements, je dirais, civilisés. Alors ça, c'est quand même intéressant à retenir pour faire un distinguo, c'est-à-dire que si on est adepte de jeux vidéo, mais pas dans un jeu vidéo type immersif, un jeu vidéo classique, et que notre joueur subit des choses, là, le cerveau arrive à comprendre que c'est le joueur qui subit et pas soi-même, et lorsqu'on est même dans un autre univers, même pourquoi pas de jeux vidéo, mais en monde immersif, là le cerveau a plus de mal à comprendre que ce qui lui arrive réellement. C'est-à-dire que de se sentir harcelé même dans un univers comme Fortnite, par exemple, c'est vécu comme un harcèlement. Michael Trabia, vous, en tant que coopérateur, et puis peut-être demain, vous allez créer votre interface sur ces mondes-là, enfin, on ne sait pas quel est l'état de votre réflexion par rapport à ces risques d'harcèlement dans un cyberespace.
sachant qu'on sait que ça va arriver, puisqu'on connaît la nature humaine, ça s'est reproduit sur chaque innovation. Ça arrive déjà déjà arrivé. dans Horizon Worlds. C'est déjà arrivé dans Horizon Worlds, mais je veux dire, ça va arriver de manière très significative à une grande échelle. Comment vous pensez justement ces questions-là? Donc on les prend très au sérieux parce qu'effectivement, on sait qu'elles existent. Dans le numérique actuel, d'ailleurs, on n'a pas besoin d'attendre le métavers pour voir le harcèlement qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et vous l'avez dit, hein, dans la vraie vie, ça existe. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas avec les outils numériques dans les mondes numériques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on travaille en partenariat avec des associations. On a par exemple développé l'application pour lutter contre le harcèlement qui a été mis en ligne il y a quelques mois. Et puis on vient de développer dans le fameux métavers, dans ces univers virtuels, ce qu'on appelle des safe zones. Et donc on a ouvert la première sur Fortnite, on va ouvrir ensuite sur Roblox et sur d'autres plateformes. On a déjà en 10 jours plus de 200 000 visiteurs qui se sont connectés à ces safe zones, qui permet déjà de donner de l'information, de sensibiliser, de dire mais qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable comme comportement, et de mettre en relation, parce que finalement c'est comme dans la vraie vie, après il faut qu'on ait des gens à qui parler, il faut pouvoir qualifier, il faut pouvoir mettre des mots, il faut pouvoir agir derrière, et il n'y a pas de raison de ne pas lutter contre le harcèlement dans les mondes virtuels comme on le fait dans les mondes réels, et donc ça c'est pour nous un élément indispensable. Après il y a d'autres risques dans le métavers, il y a le risque de harcèlement dont on a parlé. Il y en a d'autres qu'il faut absolument prendre en compte, et je voudrais juste mentionner le sujet environnemental qui est absolument majeur. Voilà, et là on passe effectivement d'un risque individuel à un risque collectif. Pour bien comprendre, ces safe zones, ce sont des safe zones où il y a marqué orange dessus? Oui, c'est un partenariat. Alors, il n'y a pas de marque forcément quand on rentre, mais c'est un partenariat qu'on a avec ces plateformes, avec Roblox. Et donc, on rentre dans la safe zone. Enfin, on est dans un monde immersif, donc on rentre dans la safe zone. Et là, à ce moment-là, on a accès à un interlocuteur qui va nous... Donc, un vrai humain, symbolisé en avatar. Voilà, alors on a une partie qui est de l'intelligence artificielle. Donc, on a des bots conversationnels. Et puis, on peut diriger, dès lors qu'on a un cas qui le justifie, vers un humain qui, lui, va prendre en charge la personne. Et là, on va être, nous, c'est pas notre rôle, on n'est pas psychologue, on n'est pas association, donc on va le diriger vers des associations partenaires qui vont prendre le relais. Et vous partagez la critique formulée par Michel Baudin quand il disait que, finalement, on allait plus s'intéresser aux victimes, en quelque part les excluant presque sur une safe zone pour les protéger, que pointer du doigt, finalement, le coupable. Je crois que ça, c'est nos propres règles sociales. C'est pas un acquis. C'est peut-être une situation telle qu'on la constate aujourd'hui, mais on pourrait dire la même chose à l'école, on pourrait dire la même chose dans l'environnement professionnel, où parfois c'est la victime, finalement, qu'on sort de l'école, ou le harceleur qu'on peut parfois, ou qu'on pouvait parfois sortir de l'équipe. Donc là, je crois que c'est plutôt à nous de fixer nos règles sociales, et puis on s'adaptera. Et donc... le numérique, encore une fois, c'est un outil, il permet de tout faire. Il permet aussi, quand on a des éléments de preuve, de pouvoir ban. Tous les gamers connaissent ça, cette fonction, qui permet de punir concrètement certaines personnes qui ne jouent pas le jeu, qui ne respectent pas les règles. Oui, donc je pense effectivement il y a un devoir de protection des victimes, il y a aussi un devoir de poursuivre les harceleurs. Ces harceleurs, ce n'est pas forcément des personnes physiques, parce qu'en fait, derrière chaque avatar, il n'y a pas forcément une vraie personne. On voit tous les robots qui sont sur les réseaux sociaux actuels, donc on peut très bien imaginer des hackers du fin fond de la Russie, forcément, les hackers sont toujours russes, télécommander des armées d'avatars. Mais je pense que derrière ça, il y a effectivement une problématique de comment on va donner des règles, qui va donner les règles, qui va contrôler ces règles. Et puis il y a une espèce de tension qui s'effectue, parce que dans le monde numérique, on peut enregistrer tout ce qui s'est passé. Donc là, pour le coup, on peut avoir accès rétrospectivement à ce qui s'est passé. Mais ça veut dire enregistrer des données, donc capter encore plus de données qui sont même plus des données personnelles, je dirais que ce sont des données intimes. Ce sont nos faits et gestes, et tout ce qu'on dit, ça peut être notre réponse émotionnelle, puisqu'aujourd'hui on a des casques qui captent les expressions du visage, qui peuvent capter la réponse galvanique de la peau,
est un marqueur de l'émotion, etc., etc. Et donc, d'un côté, ces données peuvent être utiles finalement pour aider à réguler. Dans une forme de traçabilité, effectivement. Mais de l'autre côté, c'est une source de données personnelles qui est d'un degré de finesse et d'intimité qui est un niveau au-dessus de ce qu'on connaît jusqu'à présent. Ça, c'est intéressant parce qu'on sait très bien qu'on est dans une économie de la donnée. Les données que pour l'instant on donne sont des données de suggestions, de choix, d'orientation, de comportement d'achat. Et là, il faut quand même comprendre qu'on arrive peut-être sur ce qu'on appelle des données biométriques. C'est-à-dire des données de, comme vous le disiez, sa pulsation cardiaque, sa pose, ses émotions. Et puis, je pensais aussi à autre chose. Lorsque on veut, par exemple, imaginer que depuis chez soi, on va pouvoir être plongé dans un monde immersif, il va falloir cartographier son appartement, cartographier son intérieur. Et donc, on va aussi avoir notre foyer, notre chambre, notre logement qui va être totalement cartographié au millimètre près. Enfin, il faut déjà le capitonner si vous êtes dans un casque de réalité virtuelle, parce qu'on se cogne au mur réel. Oui, mais de toute façon, ça se fait déjà. Hein. Aujourd'hui, tous les systèmes de vidéoconférence font de la reconnaissance de visage, bien sûr, de la reconnaissance des objets qui sont dans votre environnement, de la reconnaissance de votre environnement. Donc, dans un monde virtuel où on est immergé, c'est pas forcément nécessaire, mais dans les environnements de réalité augmentée, qui à mon avis sont la prochaine étape, oui, ce sera encore plus présent. Michael Trabia, justement, par rapport à cette exploitation des données, là aussi, vous, en tant qu'opérateur, qu'est-ce que vous vous dites? Alors, on comprend bien hein, que la technologie est un outil, on peut faire le pire, le meilleur, même si je ne suis pas totalement d'accord avec ça, parce que parfois, la manière dont la technologie peut être conçue peut induire des comportements. Il suffit de prendre un cas comme les réseaux sociaux, mais je crois que ce n'est pas l'objet de la discussion de cet après-midi, mais on voit que la technologie, parfois, peut nous pousser vers un tel ou tel comportement. Néanmoins, par rapport à, justement aux données, aux milliers de données que cela va susciter, engendrer, comment on fait pour les protéger? Comment il y a des enjeux de souveraineté, il y a des enjeux de respect de vie privée? Oui, déjà, on est sur des données personnelles, et en Europe, on a un cadre qui est fort sur les données personnelles, qui a ses limites aussi, hein, parce qu'on voit qu'à un moment donné, on clique sans trop réfléchir, on accepte, on a tellement marre d'avoir tous ces pop-up qu'on finit par accepter le service et on ne regarde plus trop. Mais le premier élément, c'est ça, c'est des données personnelles. Par exemple, nous, en tant qu'opérateurs, notre modèle économique, c'est pas de vendre les données. Notre modèle économique, c'est de vendre un abonnement à un service de télécom, et c'est pas de vendre des données personnelles de nos clients. Notre client, à nous, c'est l'utilisateur. C'est pas l'annonceur, c'est pas Coca-Cola ou McDonald's qui va viser la publicité, qui va faire de la publicité sur ce sujet-là. Et ça, c'est très important parce que finalement, si le métavers doit nous conduire à accélérer ce modèle de l'attention, finalement, de l'économie de l'attention, où ce qu'on veut, c'est enfermer les gens le plus possible dans une plateforme pour leur vendre le plus possible de services, finalement, et de publicité derrière, c'est là où c'est dangereux, parce que c'est là où on va avoir les risques d'addiction, c'est là où on va avoir les risques de bulles de pensée, parce que comme on veut garder les utilisateurs finalement avec beaucoup d'engagement, on va leur mettre des contenus qui font écho à ce qu'ils pensent, et au lieu de les ouvrir, au lieu de les alerter sur des potentiels fake news, et c'est là où je pense qu'il y a un vrai enjeu de régulation. En Europe, on a quand même des textes sur le sujet. Au-delà du RGPD dont on a parlé maintenant, on a le DMA et le DSA surtout sur ce volet. Ils ne sont pas encore en application, qui arriveront en janvier 2023 alors, avec un le métavers, il n'est pas non plus complètement en application. Non, c'est vrai. Non, mais c'est toujours pareil quand on parle sur des questions technologiques, c'est qu'il y a le temps de la technologie, le temps du juridique, le temps du politique et le temps de la critique. Et en fait, le temps technologique a toujours plusieurs longueurs d'avance, et en fait, le temps juridique, généralement, est en train plus ou moins de légiférer une technologie que l'autre est déjà dépassée, quoi. Qu'elle est déjà dépassée, enfin, il me semble. Ouais, mais là, je pense que sur le métavers, enfin sur l'usage du métavers comme futur des réseaux sociaux, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. C'est-à-dire que bon, les réseaux sociaux actuels, on pouvait dire qu'on ne savait pas. Je pense qu'on pouvait s'en douter, mais bref. Mais bon, on a vu le meilleur. On parlait entre nous avant du printemps arabe, et puis on a vu le pire avec les élections américaines. Et donc tous ces phénomènes sont, de mon point de vue, vont être amplifiés dans le métavers. Et donc on peut quand même essayer de réguler un peu en amont maintenant.
Bien sûr. Michael Trabia, justement, vous avez parlé de la responsabilité aussi collective par rapport au coût environnemental que ces technologies exigent, parce qu'a priori, elles sont quand même énergivores. Alors, c'est compliqué aussi d'avoir des données précises là-dessus. Je sais qu'il y a pas mal de controverses. Néanmoins, j'imagine que quand on est un acteur comme vous, on se pose la question aussi de se dire, on participe plus ou moins au développement de ces technologies-là, on sait qu'elles auront un coût, reste à savoir à quelle hauteur, pour quel bénéfice. Oui, d'où l'enjeu d'abord de développer des usages dont on est convaincu qu'ils vont apporter une véritable valeur sociétale, une véritable valeur économique, qui vont peut-être remplacer aussi d'autres usages qui eux-mêmes sont très énergivores, sont très émetteurs de carbone. Quand on remplace des déplacements, par exemple, le télétravail qu'on vit tous, les outils collaboratifs, on sait que globalement on fait des économies importantes. Dans le métavers, si je prends juste et d'une manière générale sur le numérique, les enjeux environnementaux sont essentiellement liés aux équipements. Et ça, c'est très important de le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas parce que finalement vous allez utiliser Netflix 2 fois plus ou 3 fois plus, ou que demain vous allez être dans le métavers 2 heures ou 3 heures par jour, ou peut-être encore plus, si je regarde les usages aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est pas tellement là qu'est les émissions carbone, même si évidemment il y a un peu de data center, il faut faire attention à la consommation électrique, mais globalement ce qu'on voit sur les 5 dernières années, entre 2016 et 2021, c'est très intéressant, quand vous regardez la consommation électrique des réseaux et des data centers, elle est restée à peu près stable, elle a augmenté un tout petit peu, elle a surtout augmenté moins vite que le nombre d'utilisateurs global. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout lié au trafic. Le trafic a explosé, mais ça n'a pas du tout fait augmenter ces éléments-là. En revanche, où est le sujet? Il est sur les équipements. Et donc, le renouvellement de nos iPhones tous les ans, par exemple? Exactement. Donc les iPhones, mais aussi si demain on doit s'équiper avec des nouveaux équipements, avec des casques, avec des lunettes, là il y a un enjeu, parce que pour le coup c'est très émetteur en CO2, ces équipements-là, et c'est là où il faut être particulièrement vigilant. C'est pour ça que nous on prône l'augmentation de la durée de vie des équipements d'un côté, et ne pas les multiplier s'ils ne sont pas utiles. Donc mon smartphone, s'il fonctionne, je le garde. Aujourd'hui, on est passé de 2 ans à 3 ans en moyenne de détention d'un smartphone globalement sur nos réseaux. On s'est fixé, nous, Orange, une ambition d'aller à 5 ans. Donc on travaille avec les fabricants de smartphones, avec les fabricants d'OS. J'étais par exemple avec les responsables d'Android pour garantir qu'on ait les mises à jour d'Android pendant 4 ans, pendant 5 ans, pour qu'on puisse les garder. Même si ça n'a pas toujours été comme ça, parce que moi je me souviens quand même, non, plus jeune, qu'il y avait des opérateurs qui nous permettaient de renouveler très facilement notre téléphone portable, avant même que celui-ci soit obsolète. Mais je crois qu'on a une prise de conscience depuis quelques années qui est extrêmement forte sur ces sujets-là. Et on ne base pas notre modèle économique sur la vente d'équipements, on ne base pas notre modèle économique sur la vente de carbone finalement, parce qu'on sait que c'est pas durable. Là, c'est un vrai sujet, effectivement, l'équipement. On ne sait pas totalement quelle va. Enfin, oui, j'imagine des casques, peut-être demain des lunettes, mais ça va être des nouveaux outils. Alors, la plupart des gens ici ont fait l'expérience d'un casque de réalité virtuelle. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je trouve ça extrêmement frustrant. La qualité d'image n'est pas terrible. Le champ de vision est très étroit. C'est lourd. La batterie tient 2 heures au début. Et donc... il va y avoir une évolution technologique probable si on en vend des millions et des millions, comme on l'a vu avec les smartphones. Vous comparez l'iPhone de 2007 avec celui d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, au départ, il y a forcément une évolution technologique rapide qui fait que les gens vont remplacer leurs équipements probablement plus rapidement qu'il ne faudrait. Donc oui, il y a un vrai enjeu là-dessus. Après, je pense que les usages ne sont pas forcément réservés aux casques immersifs. Moi, j'imagine assez mal que, je sais pas, une famille, un groupe d'amis se rassemble un soir et puis tout le monde met son casque et puis on passe la soirée chacun dans notre bout de métavers. Pourtant, ça me paraît pas très. Pourtant, c'est ce qu'on fait déjà avec nos téléphones portables. Hein. Oui, mais quand vous êtes avec votre portable, effectivement, on voit partout les gens, mais on reste à faire société. On regarde chacun notre smartphone, mais on sait ce que font les autres, on échange un bon mot, etc. Alors que là, on peut être beaucoup plus isolé finalement. Donc oui, si le métavers décolle et qu'on vend autant de casques immersifs qu'on vend de smartphones, l'impact va être considérable. J'ai vu une évaluation récemment d'un chercheur, alors c'est toujours fait à la louche, mais si on considère qu'un casque c'est 2 smartphones, ça provoquait des émissions qui étaient du rang du 6e émetteur de gaz mondial. Voilà.
Après, je suis absolument d'accord sur le fait que c'est vraiment les équipements et qu'en fait l'usage est même plutôt moins que de streamer de la vidéo, parce qu'en fait on n'a pas besoin d'envoyer des pixels, en fait, des images. On envoie en fait des informations qui permettent de recréer le monde virtuel à distance. Et ça, c'est moins gourmand en trafic réseau. C'est un peu plus gourmand sur le data center qui génère ces données. Voilà, mais c'était effectivement bien de rappeler quels étaient les axes forts de la pollution numérique, qui sont surtout les stocks d'équipement. Le temps passe et on va devoir malheureusement bientôt conclure cet échange. On va accueillir des questions. Si vous avez des questions, une question ici, 2, 3, voilà, on va les prendre ensemble et puis on va avoir des réponses rapides. Je vous promets, on va tenir les timings en régie. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Madame. Merci. Je me permets de revenir du coup sur la lutte contre les violences. Le titre de la conférence, c'est « Un nouvel univers à concevoir ». Il y a une étude de Plan International qui montre que 60% des femmes qui ont moins de 25 ans ont déjà été cyberharcelées et que la réaction face à ça, c'est de disparaître. Il y a une étude de Reach3 qui montre que 40% des femmes dans le jeu vidéo utilisent un avatar qui est masculin pour échapper aux violences. Donc ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour créer un nouvel univers dans lequel il y a des femmes et qui n'ont pas peur d'être là? Merci pour votre question, madame. Je crois qu'il y avait une question à côté avant de prendre... prenons non, la personne ne lève plus la main. Très bien, là il y a une personne ici. Allez-y, posez votre question. J'arrive. On avait parlé du brand content ici tout à l'heure, dans la mesure où la frontière entre le réel et le virtuel serait brouillée dans le métavers pour le cerveau. Est-ce qu'il n'y aurait pas un risque encore plus grand de brainwashing? Je pensais justement là à ces safe zones qui seraient un peu, avec le logo orange. C'est moi qui ai demandé s'il y avait le logo, apparemment il n'est pas forcément là. Ah d'accord, pardon. Avec une personne qui incarnerait du coup un petit peu le service orange. Est-ce qu'il n'y a pas justement un lien encore plus fort entre l'utilisateur et la marque qui pourrait créer des problèmes ou des opportunités? Encore plus brouiller effectivement les frontières entre publicité et... Voilà, et je vous tends le micro. Merci beaucoup. Merci, il faut que je me souvienne de ma question. Pardon. Vous voulez que je l'improvise pour vous? Vous voulez que je demande à Michel, qui est spécialiste du cerveau, pour voir s'il arrive à lire dans vos pensées, pour essayer de la redécouvrir ou pas? Non, autant qu'on répond aux deux premières, je vous laisse la retrouver. Rapidement, donc sur la question, effectivement, on le sait, ces univers sont assez toxiques pour les femmes. Comment on fait pour que les femmes puissent exister librement, simplement, dans ces univers-là? Moi, je ne crois pas trop au grand soir du métavers sauce Facebook. Je pense que si on arrive à créer des métavers qui fonctionnent par cooptation, de groupes de personnes qui se retrouvent avec quelques règles sociales simples, des groupes de petite taille, on peut avoir des choses. Et en fait, le métavers s'est évoqué avec les jeux. C'est vrai que beaucoup de femmes utilisent des avatars d'hommes pour ne pas être emmerdées sur les réseaux ou dans les jeux. Bon, c'est pas une bonne solution de toute évidence, mais c'est vrai aussi que des personnes qui sont discriminées par leur handicap, leur apparence physique, etc., peuvent trouver dans le métavers une façon d'exister sans être justement réduite à ces discriminations. Mais moi, je n'ai pas de réponse magique. Je pense qu'on ne peut pas laisser les entreprises privées être seules à décider des règles. Et donc c'est là où je pense que la puissance publique doit aussi s'emparer un peu du sujet pour que les lois qui s'appliquent dans le monde physique s'appliquent aussi dans le monde numérique. Donc ça, c'est toute la question de l'anonymité, qui a ses vertus aussi. Donc ce sont des questions vraiment très compliquées. Dans notre projet que je coordonne, on va travailler avec des spécialistes du droit, de la sociologie, etc., pour comprendre ces enjeux-là en même temps qu'on développe la technologie. Merci. Réponse rapide de Michael Travia sur la question des marques et de l'univers. Si vous pouvez y répondre, pendant ce temps-là, j'accueille la troisième et dernière question, évidemment. Oui, et c'est vrai que c'est le risque. Et c'est un peu pour ça, d'ailleurs, que certains acteurs envisagent le métavers. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais me rapprocher de mes clients, comment est-ce que je vais plus communiquer, comment est-ce que je vais surcommuniquer. Dans un espace extérieur, on commence à mettre des limites sur l'affichage. À la télévision, l'audience baisse. Donc, les gens vont et les marques se disent sur le métavers, c'est une opportunité. Donc, comment on fait? Je dirais, c'est un peu les utilisateurs qui décideront. C'est-à-dire que s'ils sont bombardés de messages publicitaires à un moment donné, ils voteront avec leurs pieds, et puis ils iront voir ailleurs. Donc il y aura un équilibre à trouver entre la publicité et le service, en sachant qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque chose qu'il faut absolument dire, c'est qu'il faut accepter qu'un service, il a un prix.
Et ce prix, soit on le paye par un abonnement quelque part ou par un acte à l'achat, soit on le paye par finalement l'attention qu'on accorde, la publicité, par nos données. Donc il faut absolument être conscient de ce trade-off, pardon pour l'anglicisme, entre j'accepte de payer pour un service ou j'accepte que mes données soient utilisées ou que mon attention soit utilisée pour monétiser ce service. Merci beaucoup. Et c'était une amnésie éphémère. Donc, dernière question. Bonjour. Oui, juste pour rebondir sur la question de la personne avant, et voilà. Je voulais, sachant que ma question est un peu à côté de la plaque, j'en suis consciente, je voulais savoir, vos champs vos domaines sont tellement essentiels que, est-ce que dans vos entreprises, vous avez des sociologues ou alors des spécialistes en intelligence collective, tellement ce à quoi vous touchez est essentiel, et c'est pas mal d'avoir de voir les angles de tous les côtés du spectre. Voilà, merci. Pas du tout à côté de la plaque. Je trouve que c'est une vraie question de se dire que c'est des usages qui nous bouleversent, qui bouleversent notre société, notre quotidien. Comment vous y réfléchissez avec une approche transdisciplinaire? La réponse est oui. Donc on a plus de 700 chercheurs, on a des sociologues dans ces chercheurs-là, parce qu'effectivement, c'est des enjeux globaux. Donc il faut de la technologie, mais il faut aussi comprendre les mécanismes humains. Donc vous avez tout à fait raison. Et peut-être un complément de réponse, j'en profite par rapport à votre question sur comment faire en sorte d'être une femme et de pouvoir vivre sans se sentir trop en danger dans les cyberespaces. On en revient, je pense qu'ici tout le monde sera d'accord, d'une éducation au numérique qui pourrait se faire assez tôt, puisque finalement c'est sur les comportements qu'il faut agir, qui sont dans l'espace physique, un espace virtuel, un espace immersif sont les mêmes, et qu'il faut arriver à corréler et la question des comportements et de la responsabilité dans ces autres univers, pour bien comprendre que la responsabilité doit être tout aussi importante que dans l'espace physique, et ça peut passer effectivement par des enjeux d'éducation et d'éducation au numérique. On peut conclure là-dessus. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.